Jonathan Trudeau, Michel Siauger, Dimitri Soudas, bonsoir. 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 Le premier ministre, après le Conseil des ministres, après la signature d'un pacte fiscal avec les municipalités où ce point de la TVQ qu'on transfère aux municipalités s'est inscrit dans un nouveau pacte, puis il y a aussi d'autres possibilités. Bon, bref, on n'ira pas là, mais ce que je veux souligner, c'est qu'il a tenu à faire un petit point de presse et il a tenu à dire, savez-vous, vous me posez la question depuis le jour 1, il n'y en a pas de loi spéciale envisagée pour le retour au travail. On écoute, on revient. Aucune loi spéciale qui est envisagée. Deuxièmement, la loi sur les services essentiels s'applique en santé. Donc, pendant le temps des fêtes, il y a des services essentiels qui doivent être donnés. Maintenant, comme je vous disais ce matin, c'est pas facile, les négociations avec la FIC. On demande d'avoir de la souplesse. On pense que c'est absolument nécessaire d'avoir de la souplesse pour améliorer les services. Il a en tête, quand il dit ça, la santé. Donc, il y a manque de souplesse d'ici. Ils veulent pouvoir demander à une infirmière dans un CHSLD d'aller travailler dans une urgence, etc., etc. Ça, c'est un. Deux, pour les écoles, 1 million d'élèves, pas d'école. Dernier extrait avant de vous laisser la parole. Il dit, ce matin, il sort de l'auto, il dit, lundi, les écoles rouvrent. On écoute. D'abord, ça va bien, très bien, les négociations avec les enseignants. On se parle de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter des gens dans les classes. Puis ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. C'est très important pour moi, très important pour plusieurs de ces enfants-là. Tour de table. Jonathan, quand je posais la question à Sébastien tout à l'heure, quand le premier ministre lui-même, qui est l'ultime voix dans une négociation, dit ils vont revenir lundi, soit qu'il est sûr de son coup, soit qu'il fait monter les enchères, là. Absolument, absolument. Malheureusement, je pense que c'est ce que le premier ministre a fait. Mais d'un autre côté, c'est pas mieux ce que la FAE fait. Donc, moi, ma conclusion, c'est que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, ce à quoi on assiste, c'est un piètre spectacle, un spectacle navrant. Pourquoi? Parce qu'ultimement, on vient jouer avec les émotions, là, puis avec les perceptions des parents qui sont affectés par cette grève-là. Donc, je pense que le premier ministre a prêché par excès d'optimisme. Mais de l'autre côté, la FAE nous dit « Ah, ça va mieux, on fait des avancées. Ah non, finalement, on recule. Non, on est très loin. » Bon, on me dit au gouvernement, non, ça va vraiment mieux. On a l'impression que la FAE veut parler à ses membres, les garder galvanisés, tout ça. Écoutez, là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez de jouer avec les parents. Soit vous nous dites tout, tenez-nous au courant de tous les détails, l'évolution qu'on se fasse une tête, ou vous nous dites rien, vous vous asseyez et vous discutez. Parce que, tu sais, j'analyse la chose d'un point de vue politique, mais il y a aussi le parent en moi qui vous parle, qui trouve pas ça drôle, là. Moi, je suis... ça me fait un peu sourire parce que à l'époque de la pandémie, Patrice, les gens se disaient en parlant du vaccin, es-tu un Pfizer, es-tu un Moderna? Moi, je suis un front commun. Il y en a qui sont des FAE, il y en a qui sont des privés. Moi, je suis un front commun. Donc, ma plus jeune, en 4e année, c'est sa 7e journée de grève. J'aime pas ça, l'avoir végété à la maison. Je pense aux parents dont les enfants sont dans le circuit de la FAE. C'est catastrophique ce qui se passe en ce moment. Donc, 4e semaine de grève pour les parents FAE, là, à Montréal, nous, d'autres. 4e semaine. J'avais dit 10 jours maximum. On s'en était parlé, Patrice. Il est temps que ça se règle. Et là, arrêtez de faire des petites parties de relations publiques. Asseyez-vous et réglez. Okay. Michel Siauger, qu'est-ce que vous avez pensé de déclaration du M. Legault ce matin en sortant de l'auto, assez optimiste? Est-ce qu'il dit tout haut ce qu'il ne devrait peut-être pas dire tout haut? Oh, un premier ministre ne doit pas faire des deadlines artificielles comme ça en plein milieu d'une négociation. Il n'aide personne. Il n'aide pas ses négociateurs, il n'aide pas le syndicat, il n'aide pas un rapprochement. Lui semble penser que ça va bien et que ça peut se régler. Tout le monde l'espère. En même temps, le syndicat ne dit pas exactement la même chose. Alors, et n'oublions pas, une grande partie des enseignants sont à la FAE, n'ont pas de fonds de grève. Eux aussi vont commencer à trouver que c'est long, cette grève-là. Alors, faudra voir comment ça va se régler, mais il faut, et je l'ai dit déjà, mais je vais le répéter, il faut que certains enjeux, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient des syndicats, qu'on les abandonne à ce moment-ci pour arriver à un règlement. On ne peut pas avoir tout son cahier de charge dans une négociation comme celle-là, puis que tout soit coché. Ça se peut pas. Le titre, la sortie publique de M. Legault, de l'huile sur le feu,
des deux côtés, en fait. Parce que soyons honnêtes, là, ça se joue la communication. Jonathan, vous avez raison de le dire. Là, la FAE nous dit que ça va très bien, le lendemain, ça va pas bien. C'est des deux côtés. Dimitri, mais sur le rôle d'un premier ministre qui, d'habitude, arrive à minuit moins 3, êtes-vous étonné depuis quelques semaines? Trop de sorties de la part du premier ministre. Écoutez, je n'ai jamais vu des négociations entre le gouvernement et les syndicats où ça parle tellement sur la place publique. On est en train d'assister à un va-et-vient quotidien. C'est comme s'ils jouent aux serpents et aux échelles. Ils devraient s'essayer des deux bords de jouer au roi du silence. C'est presque inusité. Et oui, vous avez raison, Patrice, un premier ministre, il garde ses cartes proches de lui, puis arrive à la toute fin, quand c'est prêt à finaliser. En même temps, que ce soit en éducation ou en santé, le gouvernement joue le tout pour le tout. Ils ne peuvent pas nécessairement dire peut-être qu'on va régler le reste une autre fois. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont promis de shaker les colonnes du temple. Et justement, je vous fais entendre la représentante de la FIC qui dit, nous, la souplesse qu'on nous vend de pouvoir, par exemple, demander à une syndiquée infirmière qui est à un endroit X, l'amener à un endroit Y, etc., on ne veut pas jouer là-dedans. Et elle le dit très clairement. On écoute. Encore de l'huile sur le feu. Pourquoi ne pas respecter la négociation qui doit se faire à la bonne place, à la table de négociation? On ne signera jamais une entente à rabais. Les professionnels en soins qui sont dehors me le disent à chaque minute. Nous ne voulons pas de la flexibilité. Bon, ça, j'ai écouté ça tout à l'heure. Michel, si je commence avec vous, je me suis demandé, bon, je comprends que le syndicat ne veut pas, ils veulent garder un certain contrôle aussi, là, il y a toute une bataille de pouvoir aussi, mais le citoyen, qu'est-ce qu'il veut, lui? Est-ce qu'il veut plus de souplesse ou pas, Michel C? Je ne sais pas s'il veut plus que de souplesse, il veut un système qui marche. Mais en même temps, est-ce que le système va mieux marcher si on peut dire à une infirmière qui est spécialisée, disons, à la pouponnière, elle a fait des bébés. Elle s'occupe des bébés. Ah non, ben là, demain, tu s'en vas à l'urgence, puis c'est ça qui est ça. Puis c'est quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté et puis qui a travaillé pour avoir son poste là où ça l'intéressait le plus. On ne peut pas juste prendre des numéros et dire « OK, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là, puis demain, on a besoin de toi à l'autre place. » Ça ne marchera pas non plus. Ça ne va pas donner des meilleurs services aux gens. Mais si elle veut y aller, parce que je crois comprendre que c'est dans les cas où les syndiqués veulent aller et que le syndicat doit autoriser ou pas. Quand le ministre Dubé parle de souplesse, je pense qu'il a ça aussi en... Bien, lui, il a le temps en tête. Il a 3 ans pour régler. Un mot, Jonathan, là-dessus? Bien, il faut faire attention de ne pas tomber uniquement dans le jeu des syndicats, parce qu'autant Sonia Lebel que Christian Dubé l'ont répété à de multiples reprises. Lorsqu'on parle de flexibilité, par exemple, de changer d'établissement ou de changer d'étage, si on veut, de service, le mot volontaire, il est double souligné, il est en gras. On parle de changement volontaire, on ne parle pas d'imposer. Et moi, pour avoir fait des vérifications précises là-dessus, on ne parle pas de prendre une infirmière dans un département X et l'envoyer dans un département dans lequel elle n'a aucune compétence et qu'elle représenterait carrément un danger pour les soins prodigués aux patients. Ils ne sont pas assez fous pour ça. Donc, c'est de prendre quelqu'un qui a des compétences connexes et que sur une base volontaire, la personne puisse changer. Même chose pour les changements d'établissement. Donc, moi, quand Mme Bouchard dit « mes membres de la flexibilité », ils n'en veulent pas. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Moi, je l'associe plus au discours syndical parce que sur une base volontaire, qu'il y a une rémunération accrue qui est associée à ça, sincèrement, je ne comprends pas qui ne voudrait pas ça si c'est son choix et qu'elle sera mieux payée pour le faire. Voyons, en fait, si c'est vraiment volontaire. Parce que ça, c'est l'autre volontaire. Mais le syndicat plaide, parce que j'ai aussi fait quelques appels, le syndicat plaide qu'ils veulent garder aussi un droit de regard sur comment se... Pourquoi? Et c'est là la vraie bataille où elle se passe, Dimitri, là. Oui, mais pourquoi on ne laisse pas ça entre les gestionnaires et les employés? On ne peut pas dire la même chose et son contraire quand ça ne fait plus notre affaire. Et Jonathan a raison. Si c'est sur une base volontaire, et le contexte d'aujourd'hui n'est pas le même que le contexte d'il y a 5 ou 7 ans. Il y a 5 ou 7 ans, on n'avait pas cette pénurie aggravée
d'infirmières et de professeurs. Donc, cette flexibilité que le syndicat refuse, c'est probablement une flexibilité qui est requise étant donné du contexte actuel. Et ce qui explique que M. Legault, ce matin, disait pour la santé, ça risque d'aller en janvier. Parce que ça bloque, là. On sent que ça bloque, alors on croit comprendre trouver des voies de sortie pour les enseignantes. À voir. Stade olympique. Ah ben là, j'ai hâte de vous entendre. Michel C., vous couvrez ce dossier depuis de nombreuses années. J'avais le passionné Michel Labrègue devant moi tout à l'heure. Je pensais que l'éclairage allait tomber tellement qu'il était électrisé. Comme au stade olympique. Oui, c'est ça. Je vous fais entendre la ministre qui dit, si on ne met pas... Là, on ne s'entend pas sur l'argent qu'on doit mettre, mais entre vous et moi, c'est à peu près... La presse, je pense, a visé juste à peu près 750 millions. Je vous fais entendre la ministre qui dit, si on ne met pas de l'argent pour un nouveau toit, tout ça va se dégrader. C'est pas si, c'est quand il va y avoir une déchirure finale. On est à 20 000 déchirures présentement. Et si on attend encore, d'ici 1 an ou 2, là, ça va être la fermeture. C'est quoi la définition? Carrément du stade olympique. Il y a un dossier d'affaires que j'ai demandé au Parc olympique qui va être déposé, qu'on pourra étudier quelque part en janvier, puis on reviendra. Donc, avec le coût, les échéanciers... Qu'est-ce qu'on fait? Michel C., je vous donne la parole là-dessus. Vous avez vu plusieurs débats à ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec le stade? On avait un plan d'y installer un toit fixe. Ce plan-là est à l'arrêt parce qu'il faut changer l'anneau technique. Alors, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose dans ce stade-là, on découvre qu'il faut faire autre chose avant. C'est ça qui est le problème du stade. Et M. Labrègue avait tout à fait raison. Il y a un seul stade dans le monde entier où le toit est déployé de façon verticale. C'est le nôtre. Puis, on a scrappé deux fois le toit du stade à cause de ça. Alors là, maintenant, il faut mettre un toit permanent. Parfait. En même temps, un toit permanent, c'est dire pour toujours que ce stade-là, le principal défaut qu'on y voyait comme pour les consommateurs, pour les gens qui allaient au stade, c'était que c'était un stade fermé puis qu'en plein été, aller regarder du baseball en dessous d'une grosse couvercle jaune-orange, c'est pas le fun. Alors, il faut aussi penser que dans tous les stades d'Amérique du Nord, le confort des usagers, le confort des gens qui achètent des billets a été multiplié depuis le temps. Il y a presque 50 ans, ce stade-là. Aujourd'hui, on ne fait plus des petits sièges en plastique comme ceux qui sont là. Alors, il va y avoir toutes sortes de choses à refaire pour que ce soit là soit au nord. Donc, on arrête, puis comme dit Michel Labrègue, on passe le boule? On passe pas le boule. Mais il va falloir être bien certain, il a bien raison sur une chose, on ne peut pas se tromper une troisième fois. Et, et là, on rentre dans une logique de « ça coûtera ce que ça coûtera ». Et à un moment donné, il y a des gens qui vont dire « ben là, 750, 1 milliard pour l'anneau technique, on va pas commencer à toucher au toit, ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Je pense à peu près les 2, 1 milliard, mais à voir. Jonathan, à Québec, j'ai hâte de vous entendre. Moi, je suis complètement dubitatif par rapport à ce qu'on entend sur cette rénovation-là au stade olympique. Puis, soyons clairs, là, la tête du gouvernement, elle est faite. Là. C'est comme une espèce de pièce de théâtre. Ils vont déposer le plan, puis ils vont l'approuver. Bien, ce qu'on ne réussit pas à faire comme démonstration, autant au niveau du Parc olympique que de la ministre, c'est la plus-value de faire ces rénovations-là, d'aller mettre 1 milliard. Puis en passant, on dit 750, 1 milliard, mais là, on n'a pas commencé le carottage. On n'a pas commencé à lever le tapis pour voir de quoi ça a l'air en dessous. Normalement, quand on fait cet exercice-là, c'est assez rare que le coût de la facture diminue. Il y a tendance à augmenter. Et là, on nous dit, bien, écoutez, si on va faire ça, là, Taylor Swift va venir à Montréal. Arrêtez, là. Le problème du stade olympique, le problème à attirer des concerts et tout ça, c'est pas le toit puis l'anneau technique, là, c'est la configuration, c'est l'aspect architectural, la réverbération, etc. C'est pas vrai que demain matin, Taylor Swift va venir. Donc, là. On va mettre Vous avez des images de Metallica quand même, Jonathan. Ben oui, puis les gens ont dit que le son était pourri, puis ouais, c'était le 4e spectacle depuis 2015, quatrième spectacle depuis 2000, si ma mémoire est bonne, le premier depuis 2015. Et là, on espère attirer, on dit 20 spectacles sur un horizon de 10 ans, quelques parties du CF Montréal, peut-être une finale de l'Est, Alouette, 2-3 congrès. Ben, on doute, puis sincèrement, si à Québec, parce que vous me demandiez le point de vue de Québec, si à Québec, on se permet partout au Québec, puis dans la région de Montréal, de juger des investissements opportuns ou non à Québec, il faudrait peut-être entendre ce que le reste du Québec pense sur l'opportunité, sur la pertinence d'investir au moins 750 millions, 1 milliard, peut-être plus, sur un toit qui, ultimement, va servir à quoi de plus? On ne le sait pas. C'est comme s'il y avait eu une erreur à l'origine de conception. Puis on est pris
avec une affaire qui n'a jamais marché comme prévu. Exactement. Puis là, on remet de l'argent, mais en même temps, on est allé trop loin comme pour reculer, Dimitri. C'est comme ça, il y a un dilemme énorme, un peu comme Mirabel. Bien, on l'a résolu, Mirabel, mais Dimitri. Bien, Patrice, j'avais moins 3 ans quand le stade olympique a été inauguré pour les Jeux olympiques de 1976. Et ce que je dirais à mon ami Jonathan, c'est comparé à l'amphithéâtre de Québec où les contribuables ont payé 400 millions de dollars. Le stade olympique, même s'il n'y a pas de gros concerts ou Taylor Swift, il y a des activités à peu près 250 jours sur 356 jours par année. Cela étant dit, le gouvernement a plusieurs options devant lui. Rien faire, puis ça, c'est pas vraiment une option. Rénover, puis là, on sait qu'il y a une pénurie de couturiers et de couturières. Peut-être vendre tel quel, sans même passer le bulldozer. À qui? Pour du redéveloppement immobilier, comme les terrains Molson ont été vendus à 4-5 ans. On parle de la pénurie et de la crise du logement. On pourrait avoir un endroit avec beaucoup de... Ben oui. Sinon... Dans la structure actuelle? Dans la structure actuelle, ça va faire un grand salon. Mais bon, pourquoi pas? Non, celui, tu le vends tel quel. Celui qui l'achète, c'est lui qui prend la facture du bulldozer. La Ville de Montréal va devoir octroyer de la densité, des milliers de logements. C'est une option, Patrice. Les terrains de ont été vendus à 5 ans. Michel... je ne suis pas convaincu que ça serait une pièce, Michel. Il reste une minute. Michel, Lise Bissonnette avait longuement étudié tout ça. Elle disait c'est dans le patrimoine, c'est important comme œuvre. Il faut y prendre soin. Il faut arrêter de rire. D'ailleurs, elle doit être malheureuse de nous entendre, rire de ça. Là. Mais j'ai relu son rapport cet après-midi. On n'a à peu près rien fait de ce qu'elle recommandait. Entre autres, le stade n'est pas accessible par la rue. Vous ne pouvez pas aller de la rue Sherbrooke ou du boulevard Pineuf directement au stade. Il est dans une espèce d'écrin de béton qui fait qu'on ne peut pas s'y rendre. C'est pas un parc olympique. On appelle ça le parc olympique. Il n'y a pas de parc au parc olympique. Ça, c'est des choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas faites. Alors, juste améliorer le fait que ce parc-là est dans le milieu d'un quartier et que les gens du quartier doivent y avoir accès, ce serait déjà beaucoup. Il n'y a rien qui a été fait là-dessus. OK. En tout cas, on a un défenseur en la personne de Michel Labrec de ce projet-là. On va suivre ça au cours des prochaines semaines. Jonathan, Michel C., Dimitri, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.